Bonjour, pour ce 9e cours de culture scientifique, nous allons aborder la partie 1, qui est la présentation des paradoxes de la vie d'Albert Einstein, les révolutions relativistes et leurs conséquences. Donc, énormément d'ouvrages ont été écrits sur, évidemment, la vie d'Albert Einstein. C'est un des personnages les plus référencés sur Internet. François de Closet, ne dites pas à Dieu ce qu'ils doivent faire, les célèbres dialogues, le titre se référence au célèbre dialogue entre Niels Bohr et Albert Einstein. Albert Einstein écrit lui-même un autoportrait. Albert Einstein, La relativité, donc un livre d'Albert Einstein qui est très intéressant à lire. C'est lui qui nous explique la relativité. Einstein, La joie de la pensée de Françoise Balibar, grande spécialiste française d'Einstein. Jean-Claude Carrière, Einstein s'il vous plaît, un roman avec une jeune fille qui s'en va à Berne pour voir la maison où a vécu Albert, qui se dit « Oh, j'aimerais bien voir l'appartement où il a vécu ». Elle monte l'escalier de l'immeuble, elle sonne, et qui lui ouvre? Albert. Donc c'est une fiction évidemment, et Albert va lui proposer de lui expliquer sa physique. La correspondance d'Albert, Comment je vois le monde, un livre philosophique en fait des opinions d'Albert sur des tas de sujets de société. Banesh Hoffman, qui est un collaborateur d'Albert Einstein, qui va être sûrement un des mieux placés pour nous parler d'Albert. Merleau-Ponty, ce grand philosophe français, qui écrit lui-même une biographie d'Albert, et une BD aux éditions Tagada, suisse, Lévi d'Einstein. Alors Einstein, c'est quand même quelqu'un qui a eu effectivement un des derniers, avec Marie Curie, toute cette époque du début du XXe siècle, une opinion sur le monde. Je rappelle qu'on lui a proposé la présidence de l'État d'Israël en 1952, à la fin de sa vie, il meurt en 1955, donc ce sont des gens incroyables. Alors est-ce qu'il le voyait comme ça, en tirant la langue aux journalistes, photo très célèbre et étudiée dans un article scientifique, où le scientifique nous explique qu'Albert Einstein ne supportait plus cette pression médiatique sur lui, c'était des premières stars médiatiques à être photographiées, etc. Et ou alors comme ça, il avait quand même c'était quelqu'un qui, malgré tout ce qu'il a vécu, ce que l'on va voir, gardait cette joie de vivre, cette curiosité, un peu un côté enfantin qu'on apprécie beaucoup, et c'est probablement pour ça qu'il est devenu une des stars médiatiques. Donc les paradoxes de la vie d'Albert, d'abord la société, il a eu des rapports aux problématiques de la société, c'est la religion. Effectivement, il est né dans une famille juive, peu pratiquante, lui-même s'est détaché assez rapidement, une dizaine d'années, de la religion juive, mais toute sa vie, il va rester proche de ses concitoyens. Et on sait qu'au moment où la Seconde Guerre mondiale arrive, où le pouvoir nazi persécute les juifs, il va faire des sauf-conduits, il va aider la communauté juive. La médiatisation, on en a parlé, une des premières stars mondiales, photographiées, etc., interviewées. Donc il vit cette époque que nous vivons nous encore aujourd'hui, où il dit bien que ce qui est important, c'est ce qu'il pense, c'est pas ce qu'il est. Alors une belle réflexion pour aujourd'hui. Le paraître. La vie affective, c'est quelqu'un qui va effectivement vivre une vie affective comme de nombreux autres humains. Il va tomber amoureux de cette jeune femme au Polytechnicum de Zurich, qui a 5 ans de plus que lui, je pense, beaucoup plus vieille, puisque cette femme a eu du mal à faire des études supérieures, comme toutes les femmes à l'époque, voir la vie de Marie Curie. Ils auront 2 enfants, mais une histoire probablement avant d'un enfant abandonné ou mort. Le père s'opposait au mariage, c'était compliqué. Et puis, ils se sépareront en 14 et il se remariera avec sa cousine, avec des propos un peu méprisants sur les femmes, faut bien avouer. Mais c'était une autre époque. Faut pas faire des anachronismes, on dit. Voilà, la militarisation, oui, c'est quelqu'un qui a été effrayé très jeune par les militaires, les défilés, etc., cette joie de les tuer l'autre, si on peut dire, et il l'a dit, il l'a exprimé. Et par contre, il n'a pas eu peur de dire à des jeunes gens, après la prise de pouvoir des fascistes, en 1933, Hitler en Allemagne, il faut lutter contre le fascisme. La politique, le sionisme, donc l'État d'Israël, oui, on lui a proposé la présidence de l'État d'Israël. Il se tenait au courant, bien sûr, des problèmes de sa communauté d'origine religieuse. La bombe atomique, bien sûr qu'il n'a pas participé, c'est un vieux monsieur en 1942, lorsque les Américains se lancent dans le programme de la bombe atomique. Il a écrit cette lettre en 1939, et il est très âgé, donc on ne l'invite pas à Los Alamos, le centre de recherche au Nouveau-Mexique où va être élaborée la bombe. Mais ces formules, bien sûr, c'est la physique.
la physique relativiste, qui va bien sûr amener avec la radioactivité, etc., à cette élaboration de la bombe atomique. Le pacifisme, donc j'en ai parlé avec la militarisation, oui, c'est quelqu'un de pacifique qui ne refuse la violence, mais qui parfois accepte qu'il faut l'utiliser. La philosophie, il s'est intéressé bien sûr naturellement à travers son travail, la nature des choses, qu'est-ce que c'est que la réalité. La physique quantique va nous amener à penser que nous ne savons pas ce qu'est la réalité. Lui était quelqu'un qui était plutôt pragmatique, qui pensait qu'on pouvait observer la réalité, qu'on pouvait connaître la réalité. Eh bien non, c'était un réaliste. Eh bien la physique quantique, les expériences d'Alain Aspect en 1982, la deuxième révolution de la physique quantique, l'intrication quantique, la superposition des états, nous montre que nous ne savons pas ce qu'est la réalité. Lui employait un mot sur... il employait le mot pourquoi pas une action fantomatique à distance sur l'intrication quantique. Donc c'était assez étonnant pour lui. Il n'a pas vécu la fin de l'histoire avec Niels Bohr, puisque Niels Bohr lui disait mais ne te mêle pas de ça. Ne te mêle pas, laisse tomber la compréhension de la réalité et écoute les équations. Et lui disait non, et en fait, il a eu tort. En 1982, Alain Aspect va montrer que c'est Niels Bohr qui a raison. Il y a une action fantomatique à distance et on ne sait pas ce qu'est cette action. Une des erreurs d'Albert, il en a fait très peu dans sa vie. La connaissance, évidemment, il a modifié la physique au début du XXe. L'éthique, oui, c'est quelqu'un qui avait une grande éthique. L'argent ne l'intéressait pas, le pouvoir ne l'intéressait pas. Il n'a jamais eu d'élèves, il a travaillé avec des physiciens confirmés. L'œuvre scientifique, bien sûr, le temps, l'espace, la relativité restreinte et générale, cette vitesse qui change le temps et l'espace, la masse qui change le temps et l'espace, cette énergie monstrueuse qui est contenue dans la matière, cette gravitation qui redéfinit, c'est plus une force, c'est une déformation de l'espace-temps. Voilà, les concepts de la physique en sont changés. Au cours du XXe siècle, l'irruption de la complexité, physique relativiste et physique quantique, oui, c'est un immense changement dans la physique. On avait la mécanique aristotélicienne qui nous venait des Grecs, avec des grands personnages, Aristote, Ptolémée, qu'on a vu lors du chapitre sur la révolution scientifique au XVIIe siècle, Galilée, Newton, la mécanique newtonienne, les grands personnages, Copernic, Brahe, Galilée, Newton, Kepler, et ce personnage unique à qui on attribue les relativités restreintes et générales. Maintenant, sur la physique quantique, il y a de nombreux personnages qui apparaissent, bien sûr. Le grand-père, c'est Max Planck, en 1900, cette idée de quantifier. Et puis après les pères, Einstein, Bohr, et tous les jeunes gens qui vont arriver derrière, qui vont constituer la physique quantique. La société à l'époque des révolutions relativistes et quantiques, fin 19e, début du 20e, n'oublions pas que l'Allemagne et l'Italie ne se constituent en tant qu'État qu'à la fin du 19e, Albert né en 1879. Donc effectivement, c'est une myriade d'États et de villes indépendantes. Les guerres entre franco-allemandes, donc 70, 14, 18, 39, 45, Albert en 70 n'est pas né, mais il voit bien 14-18, 39-45, s'opposera farouchement à ces guerres, mais les subira. L'industrialisation avec le taylorisme et le fordisme au début du XXe siècle, oui, on voit apparaître une nouvelle façon de produire, l'aliénation des hommes, faire répéter le même geste toute la journée, pendant toute une vie. C'est Henry Ford qui va être à l'origine de cette industrialisation, cette nouvelle façon de fabriquer, sur les conseils de Frédéric Taylor. La psychanalyse, l'irruption de l'inconscient, de la sexualité avec Freud au début du XXe. Il y a une correspondance entre Einstein et Freud. Donc voilà, il va être influencé bien sûr par cette nouvelle façon de voir l'être humain. Les applications de l'électricité, l'ampoule électrique, Thomas Edison, qu'on a vu dans le chapitre sur l'histoire de l'électricité, l'éclairage public, le téléphone, les moyens de communication, la télécommunication, la radio, le monde d'aujourd'hui, il le voit arriver fin 19e, début du 20e. C'est un immense changement dans les façons de vivre des hommes, des êtres humains. Avec les deux grands personnages, Thomas Edison et Graham Bell. Puis les personnages qui vont être à l'origine de la radio. La théorie de l'évolution darwinienne associée à la génétique mendélienne, début du XXe, c'est ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, début du XXe. C'est une grande révolution de la pensée. La génétique, Charles Darwin avait probablement au cours de sa vie pas de preuves scientifiques sur cette évolution et arrive avec la génétique la preuve, l'ADN, la brique commune de toute espèce vivante. Le surréalisme, donc une révolution dans les arts, oui, les surréalistes ont des personnages étonnants qui vont s'intéresser aux sciences, Salvador Dali qui va organiser un congrès de physique quantique, René Magritte qui peint ce tableau très célèbre, Ceci n'est pas une pipe. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Donc maintenant la vie d'un homme
il faut bien avouer, exceptionnel, qui est resté un des hommes les plus référencés sur Internet, les plus connus. Tout le monde connaît Eugen MC2, Albert Einstein. Il est né à Ulm, pas loin de la frontière avec la France, pas loin de la frontière avec la Suisse, pas loin de la frontière avec l'Autriche, au sud de l'Allemagne. Son père était un ingénieur, sa mère était quelqu'un qui a reçu une dot pour son mariage, donc la bourgeoisie allemande. Il a vécu donc dans cette maison. Il a été petit, on le voit à 3 ans, on le voit jamais en photo à 3 ans, il était tout mignon. Sa sœur a dit, il répétait tout bas d'un mouvement des lèvres chacune des phrases qu'il prononçait, même les plus quotidiennes. Donc on a compris, la méticulosité précoce de sa pensée avait trouvé là une expression si caractéristique qu'étrange. Oui, c'est quelqu'un qui réfléchissait avant de s'exprimer. Une belle leçon pour nous. Une enfance heureuse, mais une scolarité difficile. Il est heureux dans sa famille, mais à l'école, ça se passe pas très bien. On le voit à 10 ans là, à Munich, en 1889. Je préférais subir toutes sortes de punitions plutôt que d'apprendre à débiter par cœur. Cette école du par cœur ne lui plaît pas du tout. Et jusqu'au point qu'en terminale, toujours à Munich, au Luitpold Gymnasium, son professeur principal le convoqua pour exprimer son désir de le voir quitter le lycée. Comme je lui faisais remarquer que je n'avais rien fait de mal, dit Albert, il se contenta de me répondre « Vous altérez le respect de la classe à mon égard par votre seule présence. » Donc ça devait être un élève assez difficile. Il va effectivement arrêter sa terminale en mars-avril. Ses parents ont fait faillite en Allemagne, la petite industrie qu'ils avaient montée. Ils sont partis en Italie essayer de reconstruire une nouvelle usine. Il est seul dans une famille d'accueil en Allemagne, donc il quitte l'Allemagne, il rejoint ses parents. Ses parents lui disent « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Il voudrait faire prof ou peut-être ingénieur. Donc ils vont regarder en Europe s'il existe une école qui accueille les non-bacheliers, puisqu'il ne passera pas son bac en Allemagne. Il n'a pas de bac à l'époque, il a 17 ans. Donc ils vont découvrir qu'il y a une école en Suisse, le Polytechnicum de Zurich, qui accueille les non-bacheliers. Donc il va s'y présenter, mais il n'a que 17 ans, ils acceptent les gens qui ont 18 ans. Mais ils lui disent, vous pouvez revenir l'année prochaine, nous vous prendrons, vous êtes bon en maths physique, ils ne sont pas trompés, du moyen dans les autres matières. Mais si vous acceptez, vous pouvez faire une année en Suisse, passer votre bac suisse, faire une terminale. Et le voilà avec ses camarades en terminale en Suisse, il va se réconcilier avec l'école. On le voit regarder la maturité de ces gens qui ont 17 ans. Les paradoxes d'un citoyen du monde, oui, cet homme se disait citoyen du monde, Albert Einstein. Il est né allemand, il était apatride, ça veut dire qu'il a demandé à ses parents d'être déchu de la nationalité allemande, probablement pour ne pas faire son service militaire, qui durait quelques années à l'époque, et la militarisation ne lui plaisait pas du tout. Donc il va être apatride, puis il va acheter, et oui, en Suisse, on achète la nationalité suisse, ils ne sont pas fous les Suisses, à 22 ans, et comme il émigre en 33 aux États-Unis, américain, 62 ans, 41. Pacifiste antimilitariste, oui, ça paraît assez incompatible, mais oui, il va être horrifié par la violence d'un soldat, mais en même temps, il va comprendre qu'il faut lutter contre certains êtres qui ont des pensées très malsaines, le fascisme, mais demande aux jeunes gens de s'engager contre les nazis. Célèbre phrase qui apparaît souvent sous cette photo où il tirait la langue. Si un homme peut éprouver quelque plaisir à défiler en rang au son d'une musique, je méprise cet homme. Il ne mérite pas un cerveau humain puisqu'une moelle épinière le satisfait. Donc c'est dur pour les militaires, pas faire d'anachronisme, là encore, aujourd'hui, c'est des forces d'interposition pour nous, les militaires. Il va rentrer donc à l'école Polytechnique fédérale de Zurich, une des grandes écoles d'ingénieurs. Donc ça va être des études qui vont beaucoup l'intéresser. Il va quand même être un peu négligent sur certains cours, on le reverra. Donc il va rencontrer Mileva Maric, qui est née en 75, elle a 4 ans de plus que lui. Ils vont se marier, je crois, en 1903, ils ont 2 enfants, mais ils se séparent en 14. C'est un vrai miracle, écrira-t-il plus tard, que l'entreprise éducative moderne n'est pas encore complètement étouffée la curiosité sacrée de la recherche. Cette école, comme Marie Curie, on avait vu au chapitre 2, il critique vertement l'école. Alors cette fameuse histoire de Lieser, là, qui est commentée dans le cas Edouard Einstein de Laurence Sexik, ils auraient eu un enfant en sortant de l'école polytechnique, en 1900-1900, elle est enceinte. Et donc, elle décide de ne pas avorter probablement, et elle décide d'aller accoucher dans sa famille. Ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas le droit de se marier. Le père d'Albert, qui avait à cette époque le pouvoir d'interdire le mariage, s'oppose au mariage, donc ils ne peuvent pas se marier. Donc Mileva va rentrer dans sa famille. Pendant quelques mois, elle ne vit plus avec lui,
Alors, il va trouver un travail en 1902 à Berne, hein, bureau des brevets à Berne, mais là, il est peut-être encore probablement à Zurich, dans un appartement. Il connaît la faim. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'argent à cette époque-là, il n'avait pas de travail, il est mauvais professeur, il n'arrive pas à trouver un poste. Et puis ses parents font faillite en Italie de nouveau, ils vont rentrer en Allemagne, pauvres. Et donc il est pauvre. Mileva rentre dans sa famille et accouche 7 enfants dans ce roman Le cas Edward Einstein, dans la biographie de François de Closet, à la fin du XXe, on apprend que, par une lettre qu'envoie Mileva à Albert, qu'il a une petite fille qui s'appelle Lieserl. Cette petite fille, nous n'en avons jamais entendu parler par la suite. Donc l'ont-ils abandonnée? Est-elle morte? Nous n'en savons rien. L'abandon de la religion et l'apparition d'une haine un peu, d'un rejet de la politique, de la religion, c'est l'apparition d'un libre penseur. Donc il dit, la lecture d'ouvrages de vulgarisation scientifique me conduit bientôt à la conviction que de nombreux points des récits de la Bible ne pouvaient être vrais. Donc c'est clair, la conséquence en fut une libre pensée franchement fanatique associée au sentiment que l'État mentait sciemment à la jeunesse. Ce fut une révélation bouleversante. Je tirais de cette expérience une méfiance vis-à-vis de toute forme d'autorité. Même lui refusera d'avoir des élèves. Un scepticisme à l'encontre des convictions qui prévalaient dans la société de l'époque, une position qui ne m'a plus jamais quitté, même s'il a par la suite perdu de son acuité en vieillissant, grâce à un meilleur discernement des relations causales. Mais il a toujours été dans cette idée de libre penseur. Il le traduit ici dans ce livre Comment je vois le monde, propos sur la guerre, la pire des institutions grégaires se nomme l'armée. Je la hais, c'est clair. Si un homme peut éprouver quelque plaisir à défiler en rang au son d'une musique, je méprise cet homme. Il ne mérite pas un cerveau humain puisqu'une moelle épinière le satisfait. Nous devrions faire disparaître le plus rapidement possible ce cancer de la civilisation. Il fera un appel à la guerre l'année de sa mort en 1955, un appel, à la paix, à refuser la guerre. Je hais violemment l'héroïsme sur ordre, la violence gratuite et le nationalisme débile. La guerre est la chose la plus méprisable, je préférerais me laisser assassiner que de participer à cette ignominie. Sur la religion, j'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai. Il suscite l'art et la science. Si quelqu'un ne connaît pas cette sensation, ne peut plus ressentir étonnement ou surprise. Il est un mort vivant et ses yeux sont désormais aveugles. Auréolé de crainte, cette réalité secrète du mystère constitue aussi la religion. Des hommes reconnaissent alors quelque chose d'impénétrable à leur intelligence, mais connaissent des manifestations de cet ordre suprême et de cette beauté inaltérable. Des hommes s'avouent limités dans leur esprit pour appréhender cette perfection. Et cette connaissance et cet aveu prennent le nom de religion. Ainsi, mais seulement ainsi, je suis profondément religieux, tout comme ces hommes. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l'objet de sa création. Je ne peux pas me figurer un Dieu qui réglerait sa volonté sur l'expérience de la mienne. Je ne peux pas concevoir un être qui survivrait à la mort de son corps. Si de pareilles idées se développent en un esprit, je le juge faible, craintif et stupidement égoïste. Donc c'est clair, il a une vision des choses, mais qui n'est pas comme les autres religieux. Un homme fidèle en amitié, donc Marcel Grossman, qui va être un ami qu'il a rencontré au Polytechnicum, qui va être un ami au cours de sa vie, qui va l'aider sur la relativité générale. Il va devenir mathématicien au Polytechnicum de Zurich avec le grand mathématicien Minkowski. Et Minkowski, ses cours de maths étaient sur les quadrivecteurs, donc il va avoir besoin, Albert, pour sa relativité générale, et il n'a pas écouté les cours. Oui, il a séché les cours, Minkowski a dit d'Albert qu'il était un fumiste. Il a séché les cours de maths au Polytechnicum, et donc il ne connaît pas les mathématiques dont il a besoin, il pressent le besoin des tenseurs pour mettre en équation son idée de la physique, l'espace-temps, les variations d'espace, la notion d'espace-temps par rapport à la notion de force de Newton. Il va abandonner cette notion de force au profit de la notion d'espace-temps, et donc c'est les tenseurs qui reflètent cette idée de la physique en mathématiques. Il va aller voir son ami Grossman, et qui va lui apprendre le calcul tensoriel, et ils vont signer les premiers articles de relativité générale tous les deux, mais très vite, Albert, qui s'accapare le calcul tensoriel, va demander à Grossman de disparaître des publications. Voilà. Donc parfois, sécher des cours, c'est pas toujours à bon escient. Michele Besso, un ingénieur italien aussi, toute sa vie il va le garder comme ami. Quand Michele Besso va mourir la même année qu'Albert, un petit peu avant, Albert, il va écrire une très belle lettre à la femme de Michele Besso pour remercier tout ce que lui a apporté Michele Besso. Ses deux amis, Habich et Solovin, ils rencontrent à Berne lorsqu'ils travaillent de 1902 à 1909 à l'Office des brevets. Ils vont créer une petite académie à trois, là ils vont se réunir le soir autour d'un verre et discuter de philosophie, de physique. Il y a la célèbre lettre à Habich où il présente ses 4 articles de 1905 qu'on verra avec la relativité restreinte.
Il est ingénieur donc de troisième catégorie, hein, pas du tout. Il est toujours resté de 1902 à 1909 un ingénieur du bureau des brevets à Berne, donc la propriété intellectuelle, hein, de juin 1902 à juillet 1909. Qu'est-ce qu'il y faisait? Probablement, il lisait énormément de brevets sur l'électromagnétisme, puisqu'il a été recruté pour ça. Hein, c'était quelqu'un qui connaissait l'électromagnétisme, alors qu'il n'avait pas reçu d'enseignement au Polytechnicum de Zurich, puisque le livre de Maxwell, c'est 1873, et 25 ans plus tard, au moment où Albert fait ses études d'ingénieur, il n'y a pas d'enseignement d'électromagnétisme. Peter Gallison, cet historien américain, a écrit un livre, L'Empire du temps, les horloges d'Einstein et les cartes de Poincaré. Donc effectivement, Einstein comme Poincaré s'intéressait à ce sujet du temps et de l'espace. Et c'est Einstein qui va publier dans une grande revue prestigieuse. Poincaré publiera des choses proches de la relativité restreinte dans une obscure revue italienne, je crois. Donc on attribue les relativités restreintes à Einstein. Et les conséquences qu'il en a tirées étaient bien plus profondes que celles de Poincaré, si j'ai bien compris. Il se marie enfin, puisque son papa est décédé, il a le droit de se marier avec Mileva Maric en 1903. Ils auront 2 garçons, Edouard et Hans Albert. Donc le cas Edouard Einstein, hein, Edouard sera schizophrène, toute sa vie malade psychologiquement. Albert donnera son prix Nobel, la somme peut être très importante, hein, à Mileva parce qu'elle s'est toujours occupée de ses enfants, lui a négligé ses enfants, on peut le dire comme ça. Hans Albert partira aux États-Unis et aura une filiation aux États-Unis, des enfants, des petits-enfants. Il y a des enfants et des petits-enfants d'Albert Einstein aux États-Unis. Il y a un avant 1905 et un après 1905. Oui, il publie ces 5 articles qui révolutionnent la physique en 1905, mais en fait, très peu de changements. Les gens ont du mal à comprendre ce qui s'est passé. Des photos d'Albert, on le voit d'enfant à adolescent à adulte, avec sa première épouse. Hein, il se sépare en 14 d'elle et se mariera avec sa cousine après. Hans Albert, son premier fils. Qu'est-ce qui se passait en physique au début du XXe? Il y avait 2 grandes théories, la mécanique newtonienne et l'électromagnétisme de Maxwell. Et on pensait à cette époque-là que tout était fini en physique. Donc l'état de l'art en physique au début du XXe, mais c'est quoi la lumière? Oui, la lumière va avoir un rôle très important dans la pensée d'Einstein. Hein. Depuis des siècles, 2 hypothèses coexistent. La nature ondulatoire, défendue par Huygens au XVIIe, mais face au grand Newton qui défendait la théorie corpusculaire, qu'on a vu un petit peu en étudiant la vie de Newton. Hein. Donc évidemment, c'est Newton qui l'emporte entre guillemets, mais au XIXe, on verra réactiver la théorie ondulatoire qui est extrêmement moderne. La théorie ondulatoire d'Huygens, c'est la théorie d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est qu'une onde? Donc c'est un phénomène donc ondulatoire, une sinusoïde qui se propage. Donc il y a des ondes mécaniques, l'onde à la surface de l'eau, la vague, où la voix se propage. Et avec un support matériel, il y a l'onde électromagnétique qui n'a besoin de rien pour se propager, c'est extraordinaire, qui se propage dans le vide, c'est un champ électrique et magnétique. Donc l'hypothèse corpusculaire de Newton, il compare la lumière au son, donc la comparaison de la propagation des ondes sonores et de la lumière. En jaune, la lumière se propage en ligne droite, donc la lumière est de nature corpusculaire. Tiens, en vert, les ondes sonores et le phénomène de la diffraction des ondes sonores, mais il y a aussi une diffraction des ondes lumineuses. Hein. Donc Newton refuse de voir qu'il y a une ombre, hein, comme il apparaît le son le long de la paroi, il apparaît la lumière le long de la paroi. La lumière ne peut pas être une onde. Ah bon? Non. Newton n'accepte pas de voir qu'il y a effectivement de l'ombre et de la pénombre. Donc évidemment, un scientifique peut aussi un peu, utiliser des arguments un peu fallacieux pour défendre son idée. Donc au 19e, effectivement, à travers les phénomènes d'interférence et diffraction, l'anglais Thomas Young, assez génial médecin qui s'est occupé de plein de choses, et Fresnel, en français, vont nous expliquer que la nature de la lumière ne peut être qu'ondulatoire, puisqu'on ne peut expliquer les phénomènes d'interférence et de diffraction qu'à travers ces expériences. On reverra dans un autre chapitre sur la lumière ce qui se passe, et en physique quantique. Donc le phénomène d'interférence, eh bien oui, si vous prenez un phénomène ondulatoire, 2 pointes frappent l'eau, les vagues à la surface de l'eau se rencontrent. Qu'est-ce qui se passe si les ondes, on dit, sont constructives, c'est-à-dire qu'elles vont s'ajouter, elles sont en phase. Si elles sont en opposition de phase, elles vont se soustraire. Et si elles sont de même amplitude en opposition de phase, elles sont carrément égales à 0. La lumière
il n'y a plus de lumière. Deux lumières qui se rencontrent peuvent provoquer l'annihilation de la lumière. Ben oui, oui, oui. C'est ce qu'on appelle les franges d'interférence. Alors voilà comment Étienne Klein nous explique à travers cette pointe qui frappe l'eau, ces deux vagues qui passent dans deux fentes. Il y a un écran qui est placé au niveau de la surface de l'eau, qui s'enfonce dans l'eau, qui est hors de l'eau. Deux trous sont percés, les vagues passent, il y a des flotteurs, et on voit bien que si l'une des fentes est fermée, les flotteurs sont très élevés au niveau de la première fente ici. Si vous faites l'inverse, c'est au niveau de la deuxième fente ici, il y a une hauteur des flotteurs qui est très haute. Et si vous ouvrez les deux, il y a des franges d'interférence, on dit, c'est-à-dire les flotteurs sont hauts, les flotteurs sont bas, annihilation ou construction des deux ondes. Maintenant, si vous le faites avec des particules, on voit bien que si on fait des billes que l'on lance sur les deux fentes, avec des petits réceptacles de billes, eh bien si vous fermez la fente 2, en face de la fente 1, il y a beaucoup de billes. Si vous faites l'inverse, beaucoup de billes en face de la fente 2. Si vous et ou corpuscule, la dualité de la lumière. C'est Henrik Hertz qui mesure en 1887, qui prouve l'existence des ondes électromagnétiques, et une très belle expérience. Donc les ondes électromagnétiques occupent tout le domaine des fréquences de 0 à l'infini ou des longueurs d'onde. Lambda égale Ct, donc C sur F, l'inverse. Les deux axes sont opposés. Et puis, il fait une magnifique expérience où là, il y a une étincelle qui se produit et qui va provoquer par induction électromagnétique une autre étincelle ici. Donc, ça veut dire qu'entre les deux, il y a une onde électromagnétique qui se propage. Deuxième grand problème au niveau du début du XXe, on a vu la lumière, la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qu'est la lumière? Et maintenant l'atome. Donc c'est au Cavendish Laboratory, les Anglais ont une approche expérimentale des choses, nous avons une approche plus théorique, nous, et donc regardez les directeurs successifs, Cavendish, Maxwell, J.J. Thomson, qui va, à la fin du 19e, être à l'origine de la découverte de l'électron, le grand Maxwell qui est là. Donc à travers l'étude des rayonnements avec des décharges électriques dans des tubes à vide, on va aboutir en 1897 à la découverte de J.J. Thomson de l'électron. Pour l'observateur moderne, William Crookes est un personnage déroutant. Un scientifique qui s'intéresse aussi bien aux recherches sur les éléments qu'à l'étude du spiritisme et des apparitions. Une grande mode à l'époque. À l'époque, de nombreux récits et photographies font état de phénomènes tels que la lévitation, les ectoplasmes et la communication avec les esprits. Crookes se lance dans une investigation scientifique de ces phénomènes. Crookes passait une partie de son temps à assister à des séances de spiritisme et à interroger des médiums. Et sinon, il était dans son laboratoire à étudier des phénomènes électriques à l'aide d'appareils comme celui-ci, qu'on appelle aujourd'hui un tube de Crookes. C'est un tube de verre qui n'est pas totalement sous vide. Il y a du gaz à basse pression dedans et il est pourvu de deux électrodes. Une cathode, une électrode négative, et une anode, une électrode positive. En appliquant une forte tension électrique entre les électrodes, il obtient un résultat saisissant. Serait-ce là l'émanation d'un esprit? Crookes est un expérimentateur scrupuleux. Il découvre que le rayon peut être dévié à l'aide d'un aimant, ce qui laisse penser qu'il est de nature électrique.
ces fameux électrons qui vont être découverts par la suite. Ça indique clairement que ce qu'il y a là-dedans est chargé électriquement. Pour en savoir plus, Crookes a une idée ingénieuse. Il décide de fabriquer un nouveau tube qu'il modifie en lui ajoutant une minuscule roue à aube. Je vais le mettre en marche pour voir si ça fonctionne. Le fait que la roue à aube tournait a montré à Crookes qu'il devait y avoir des particules dans le tube qui venaient heurter ces petites pales et faisaient tourner la roue. Pour lui, c'était le signe qu'il existait un quatrième état de la matière. On en connaissait déjà trois, gazeux, solide et liquide. Et il s'est dit qu'il y avait peut-être un quatrième état, qu'il a appelé matière radiante. Et il a tenté d'élaborer une théorie basée là-dessus pour expliquer ce qui se passait dans le tube. Malgré tous ses efforts, Crookes ne trouve pas de preuves suffisantes pour étayer sa théorie. Mais ses travaux inspirent un physicien, Joseph John Thomson. Thomson fabrique des versions plus précises et plus élaborées du tube de Crookes. Cela lui permet de calculer que les particules qui font tourner la roue ont une taille plus de 1000 fois inférieure à celle d'un atome. Baptisées électrons, ce sont les premières particules subatomiques jamais découvertes. En 1906, cette prouesse vaudra à Thomson le prix Nobel de physique. Voilà, le proton, c'est les années 1910, je crois, et le neutron très tardivement, je crois, 1932, Chadwick. Donc l'évolution de la compréhension de l'atome, de la constitution de l'atome. Donc lui, en 1897, Thomson découvre l'électron, mais maintenant l'atome reste impossible à comprendre à l'époque, et donc Thomson, anglais, voit comme un pudding son atome avec des petits électrons qui tournent à l'intérieur. Celui qui va permettre la compréhension donc du proton, de ce qui est constitué la première étape vers le noyau, c'est Rutherford qui va penser qu'effectivement il y a un noyau chargé positivement, le neutron arrivant par la suite. Bohr, lui, va quantifier, c'est-à-dire qu'il va comprendre que l'énergie des électrons autour du noyau est quantifiée, quantification de l'énergie en 1913, ce sont ces fameuses orbites qui sont fausses, c'est des probabilités de présence en physique quantique, mais peu importe, ça nous aide à comprendre un petit peu ce qui se passe. 13, le livre de Perrin, les atomes arrivent enfin sur le terrain de la science, la théorie atomique a triomphé, mais Einstein en 1905 donc, va sortir 2 articles autour de l'atome. Et 32, comme je vous disais, Chadwick va découvrir le neutron. Donc la physique est en crise à la fin du 19e et au début du 20e siècle, mais à travers ce qu'on a vu autour de la lumière, autour de l'atome, mais un homme comme William Thomson, qu'on a rencontré lors du chapitre 5, je crois, 4, sur la thermodynamique, donc l'histoire de la thermodynamique, grand personnage de cette histoire, qui va être un jeune homme très rapidement prof d'université, je crois 22 ans, qui va aller à la rencontre du livre de Carnot à Paris, qui terminera anobli, enrichi par toutes ses expériences, les brevets qu'il a déposés. Et regardez, on est jeune, on boit un pot avec ses amis et on finit avec un costume comme c'est ridicule, anobli. Donc qu'est-ce qu'il dit, lui, à la fin du 19e? La physique est définitivement constituée de ses concepts fondamentaux. Tout ce qu'elle peut désormais apporter, c'est la détermination précise de quelques décimales supplémentaires. Il y a 2 petits problèmes, celui du résultat négatif de l'expérience de Michelson et Morley, la mesure de la vitesse de lumière, et celui du rayonnement du corps noir, Max Planck 1900, quantification incroyable, quoi. Mais ils seront rapidement résolus, n'altérant rien notre confiance, il avait tort. Il ne faudrait pas vieillir. Comment a-t-on mesuré la vitesse de la lumière au cours du temps? Voilà, ça c'est très intéressant. Donc une image de la vitesse de la lumière, ça va très très vite. Regardez, entre la Terre et la Lune, 1,3 secondes, 1,3 secondes. La mesure de la vitesse de la lumière par Galilée, qui va tenter
de faire une mesure, évidemment qui va échouer. Hein. Lui, son idée, c'est de prendre deux personnages avec des lampes à 1,5 km, j'ai mis à peu près de distance, ça fait 3 km, 300 000 km par seconde. Vous imaginez la rapidité du phénomène. Il y en a un qui ouvre sa petite lampe pour que l'autre aperçoive la lumière, et au moment où il aperçoit la lumière, il ouvre la sienne, et le deuxième personnage essaie de mesurer une durée sans montre, hein. Donc c'était impossible. Donc ça va très très vite, hein. Il fallait mesurer 0,01 millisecondes, donc c'est impossible. Mais Galilée comprend que la vitesse doit avoir une valeur finie. En fait, c'est Galilée, au XVIIe siècle, qui le premier va tenter de mesurer la vitesse de propagation de la lumière. Galilée, vous le connaissez, c'est ce savant italien qui s'est illustré du haut de la tour de Pise en faisant des expériences sur la chute des corps. Galilée pense donc que la lumière a une vitesse finie. Et en savant scrupuleux, il est bien décidé à le prouver. Pour cela, il doit mesurer le temps que met la lumière pour parcourir une distance bien précise. Car c'est ça la vitesse, une distance sur une durée. Quand un véhicule roule à 50 km par heure, par exemple, eh bien cela signifie qu'à cette vitesse, il parcourt 50 km en 1 heure. Continuons à Galilée. Il est également persuadé que la lumière se propage très vite. Comment faire alors dans ces conditions pour la suivre sur un trajet déterminé avec un point de départ et un point d'arrivée et mesurer le temps qu'elle met pour effectuer ce trajet? Une chose est sûre, sa mesure ne peut se faire que sur une grande distance. Galilée met en place l'expérience suivante. Deux observateurs se positionnent à environ 1800 mètres l'un de l'autre, chacun au sommet d'une colline. Tous les deux sont équipés d'une lanterne dont ils ont masqué la lumière. L'idée de Galilée est simple. Le premier démasque sa lanterne et il déclenche simultanément une clepsydre, l'ancêtre de l'horloge. Sitôt qu'il aperçoit la lueur, le second démasque la sienne et dès que le premier aperçoit cet éclat, il arrête la clepsydre. Plutôt bien vu, si j'ose dire. Ce dispositif doit en effet permettre de mesurer le temps que met la lumière pour faire l'aller-retour entre les deux observateurs. Hélas, les deux hommes ont beau faire et refaire l'expérience, la lumière semble instantanée. Et pour cause, il ne lui faut que quelques millionièmes de seconde pour parcourir 3600 mètres. Pour autant, Galilée ne va pas en déduire que la lumière est instantanée. Non, pour lui, sa vitesse est trop élevée pour pouvoir la mesurer. Très bien, Galilée. Alors moi, j'avais pris l'exemple de 3 km à 300 000 km par seconde, donc ça fait 100 millième de seconde, c'est bien 0,01 milliseconde. Étape suivante, donc c'est Ole Rømer, cet astronome danois, hein, qui observe le ciel et qui va, c'est quand même assez incroyable, à travailler sur le satellite Io de Jupiter et va nous laisser une évaluation de la vitesse de la lumière. Voilà, la boîte à outils est prête. La lumière va pouvoir livrer une partie de son mystère. Imaginez, nous sommes en 1671, sous le règne de Louis XIV. L'Observatoire de Paris vient juste d'être achevé. Il est dirigé par l'illustrissimo Jean-Dominique Cassini. À l'époque, c'est une personnalité très importante et très respectée en raison de ses tables, les fameuses tables de Cassini. Rien à voir avec la gastronomie. Jean-Dominique Cassini a la tête dans les étoiles. Grâce aux lois de Kepler, il a calculé et déterminé les jours et les horaires des éclipses de Io, un satellite de Jupiter. Autrement dit, il sait quand précisément cette lune disparaît dans le cône d'ombre de Jupiter, c'est ce qu'on appelle l'immersion, et quand elle en ressort, c'est l'émersion. Ces données sont rassemblées sur des tableaux, un peu comme les horaires de marée aujourd'hui, les fameuses tables de Cassini. À l'époque, l'idée, c'est d'aider les marins à se positionner sur la mer. Ils n'ont pas le GPS, mais en comparant l'heure à laquelle ils voient apparaître ou disparaître le satellite de Jupiter et l'horaire qui figure sur les tables au jour J, horaire qui correspond à celui de Paris, eh bien, ils peuvent en principe déterminer la longitude à laquelle ils se trouvent. Cependant, Cassini est perturbé. Ça fait pas mal de temps qu'il observe Io et il ne comprend pas. Parfois, Io respecte ses prévisions et depuis la Terre apparaît ou disparaît pile à l'heure. Et puis, de façon tout à fait incompréhensible, quelques mois plus tard, Io apparaît ou disparaît avec quelques minutes de retard ou d'avance
sur ses prévisions. Que se passe-t-il? Olaus Rømer, astronome danois, invité de Cassini à l'Observatoire de Paris, va proposer une solution à ce problème. Les planètes, on l'a vu, tournent autour du Soleil dans un étrange balai. Très beau. Imaginez, la Terre se trouve ici, Jupiter là. Io entre dans le cône d'ombre puis en ressort à 22 heures, comme prévu par les tables. Quelques mois plus tard, la Terre se trouve maintenant ici et Jupiter là. La distance qui sépare les deux planètes a augmenté de 75 millions de kilomètres. Et oui. Io entre dans l'ombre, l'observateur qui se trouve sur Terre la voit ressortir, mais avec 4 minutes de retard sur l'horaire prévu. Pourquoi? Oui, pourquoi? Eh bien parce que la distance entre Io et la Terre a augmenté et que les 4 minutes supplémentaires correspondent au temps nécessaire à la lumière pour qu'elle parcourt cette distance supplémentaire. Rømer fait d'une pierre deux coups. Il explique les retards de Io et en déduit que la lumière a une vitesse finie. Donc on peut calculer le nombre de minutes, c'est quelques minutes, 75 millions de kilomètres à 300 000 km par seconde. Vous avez trouvé quelques centaines de secondes. Voilà. Formidable. Olé Rømer. Maintenant, la mesure assez précise de la vitesse de la lumière, que l'on proche de celle d'aujourd'hui, c'est Léon Foucault, autodidacte, qui va faire une manip extraordinaire. En 1853, Urbain Le Verrier prend la tête de l'Observatoire de Paris. Il a toujours regretté que Fizeau n'ait pas poursuivi ses recherches. Il demande donc à Léon Foucault de lui fournir une nouvelle mesure plus précise de la vitesse de la lumière. Léon Foucault, je suis sûr que ce nom vous dit quelque chose, mais si, c'est le compagnon de route d'Hippolyte Fizeau. Comme lui, c'est un autodidacte et ensemble, ils ont obtenu la première photographie du Soleil. Léon Foucault, c'est aussi le père du pendule, le fameux pendule de Foucault. Je sais, ce n'est pas le moment. Pour mesurer la vitesse de la lumière, Foucault reprend en l'améliorant une expérience dans laquelle il utilisait un miroir tournant. Sage, cette expérience l'avait rendu célèbre parce qu'elle lui avait permis de conclure que la lumière se déplaçait plus rapidement dans l'air que dans l'eau. Comme Fizeau, Léon Foucault sait qu'il ne peut mesurer cette vitesse qu'en faisant faire un aller-retour à la lumière. Il met donc en place le dispositif suivant. Un héliostat capte la lumière du soleil et la renvoie sur une lame semi-réfléchissante. La lumière traverse cette lame, puis est réfléchie par le fameux miroir tournant. Et quand je dis qu'il tourne, je ne plaisante pas. 400 tours par seconde. Ça donne le vertige, hein. Le mécanisme est entraîné par une turbine à air comprimé, ce qui rend le mouvement parfaitement régulier et réduit les imprécisions. Il y a aussi un compte-tours extrêmement précis. Pour le moment, cependant, le miroir tournant est à l'arrêt. Dans cette position, la lumière est dirigée vers un premier miroir fixe, puis vers un deuxième, un troisième, un quatrième et enfin un cinquième miroir conçu et orienté de telle sorte qu'une fois la lumière arrivée ici, elle repart en sens inverse en suivant exactement le même chemin jusqu'à la lame de verre semi-réfléchissante qui dirige alors la lumière vers un oculaire. En partant du miroir tournant et en y revenant, la lumière parcourt très exactement 40,4 mètres. Le dispositif comporte également une mire graduée située ici. Cette mire a été réalisée par Gustave Froment, celui-là même qui a travaillé avec Fizeau. Lorsque la lumière pénètre le dispositif, elle franchit la mire et projette l'image de cette mire sur tout son trajet aller et sur tout son trajet retour. Les miroirs sont bien alignés, l'image de la mire apparaît dans l'oculaire. On place alors devant l'oculaire un réticule, autrement dit, un petit repère, et on le positionne précisément afin qu'il se trouve au milieu de la mire sur une graduation. Foucault lance le mécanisme du miroir tournant. La lumière s'y réfléchit. Seulement, étant donné
que le miroir tourne, la direction de la lumière est sans arrêt modifiée. Concrètement, ou bien elle est dirigée vers les autres miroirs, ou bien elle passe à côté. Tout se passe en fait comme si l'image de la mire clignotait dans l'oculaire. J'ai bien dit comme si, en effet, le miroir tourne tellement vite que l'œil ne s'en aperçoit même pas à cause d'un autre phénomène qu'on appelle la persistance rétinienne. Alors à quoi lui sert tout ce dispositif? Eh bien, observons au ralenti ce qui se passe au niveau du miroir tournant. Foucault sait que la lumière se propage à une vitesse vertigineuse, de l'ordre de 300 000 km par seconde. Par conséquent, le temps que la lumière fasse l'aller-retour, le miroir tournant, s'est seulement déplacé d'une fraction de degré. La lumière est toujours dirigée vers l'oculaire, mais elle est légèrement décalée par rapport à la lumière qui est réfléchie quand le miroir tournant est à l'arrêt. Du coup, l'image de la mire est elle aussi légèrement décalée par rapport au réticule que Foucault avait soigneusement positionné. Et étant donné que la mire est graduée, eh bien Foucault va pouvoir mesurer ce décalage. On y est presque. Ce décalage de 0,7 mm correspond à un angle de 0,02 degrés. Maintenant, souvenez-vous, le miroir fait 400 tours par seconde. Un tour, c'est 360 degrés. 400 fois plus. Autrement dit, 144 000 degrés en une seconde. Le miroir, lui, s'est déplacé de 0,02 degrés. Il suffit donc de diviser et on sait en combien de temps le miroir a parcouru cet angle, soit 135 milliardièmes de seconde. Ce temps, c'est le temps qu'a mis la lumière pour faire l'aller-retour à partir du miroir tournant, soit 40,4 mètres. Nous sommes en 1862, Léon Foucault annonce son résultat avec une incertitude de 500 km par seconde. Très vite, la course à la précision allait maintenant commencer. Très belle manipulation, fin 19e. Donc aujourd'hui, les dernières mesures de la vitesse de la lumière, on mesure très précisément la fréquence et la longueur d'onde d'une onde électromagnétique, on déduit la vitesse de la lumière. Voilà les dernières mesures. L'expérience de Michelson et Morley, donc ce physicien américain associé à un autre physicien, ils vont tenter de mettre en évidence que la Terre se propageant à une énorme vitesse, 100 000 km/h, je crois, alors que nous tournons à 1500 km/h sur notre propre axe, on va à 150 000 km/h autour du Soleil. Donc ce mouvement influencerait-il la vitesse de la lumière? Si on émet un faisceau de lumière dans le sens de la propagation de la Terre autour du Soleil ou perpendiculaire, y a-t-il une influence? Ce vent d'éther, Einstein en 1905 dira « je n'ai pas besoin d'éther pour expliquer les phénomènes ». Donc voilà cette expérience, deux bras perpendiculaires, on émet un faisceau de lumière qui est réfléchi ici vers un miroir, réfléchi ici vers un miroir, et on va voir si la superposition des deux provoque des interférences. Est-ce qu'ils sont en phase ou décalés? Est-ce que la vitesse de lumière n'est pas la même, quoi? Eh bien, ils ont beau augmenter la longueur du trajet de la lumière, c'est toujours la même idée, c'est toujours la même réponse de l'expérience, la même observation. Non, il n'y a pas d'interférence destructive. Les deux faisceaux iraient à la même lumière. Pour eux, c'est un problème. Donc les 4 articles d'Albert Einstein parus en 1905 vont changer la physique totalement. Donc publié à Max Planck, rédacteur en chef de cette revue, qui en 1900 a eu l'idée de quantification. Dans un des 4 articles sur l'effet photoélectrique, Albert utilise cette idée. C'est pour ça probablement que cet article a été retenu. Alors, regardez le titre, un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière heuristique, aller vers la découverte. Et dans la découverte, donc voilà, Max Planck retient ces 4 articles d'un physicien inconnu, Albert Einstein, qui est ingénieur au bureau des brevets à Berne en 1905 depuis 3 ans déjà, qui restera encore 4 ans. Il a eu beaucoup de chance. Donc cette lettre qu'il envoie à Abitsch, il explique que le premier article va lui être envoyé et donc il va pouvoir lui montrer à son ami, regardez comme il écrit bien, cher Abitsch, il règne entre nous un silence solennel de sorte qu'il me semble sacrilège de le briser ici par mon bavardage insipide.
Pourquoi ne m'avez-vous toujours pas fait parvenir votre thèse? Ne savez-vous donc pas que je serais un type et demi, il y en a peu qui lisent une thèse, qui la lire avec intérêt et plaisir, misérable individu. Je vous promets en échange 4 de mes travaux, dont je pourrai vous envoyer le premier très prochainement, car j'en recevrai les exemplaires gratuits sous peu. Le premier, c'est les propriétés de la lumière, qui ouvre la porte à la physique quantique. Lui, il a besoin de l'aspect corpusculaire pour étudier l'effet photoélectrique, mais à la fin de l'article, il dit « il ne faut pas négliger l'aspect ondulatoire ». Incroyable, incroyable intuition. C'est l'ouverture de la porte de la physique quantique, la dualité onde-corpuscule de la lumière. Seconde autour de l'atome, donc on a bien vu que l'atome en 1905, les physiciens doutent de son existence. Le mouvement brownien, troisième article, toujours donc atome-molécule. Et le quatrième article, c'est la relativité restreinte. Voilà, je vous remercie. Au revoir.